pensez que vous arriverez à vivre une vie comme avant? Ce sera pas comme avant. Pourquoi? Je ne sais pas ce que les gens pensent. Quand je parlerai à quelqu'un, je me demanderai toujours s'il me croit vraiment innocent ou... Dans cette vidéo, je n'ai pas la prétention de raconter la vérité. Tout ce que je dis est à prendre au conditionnel. Le but de cette vidéo, avant tout, est de voir si Bernard Laroche est peut-être lié à ce crime. C'est un exercice psychologique pour mettre en lumière les éléments qui pourraient justifier sa participation au crime, mais aussi de mettre en lumière, au niveau des chronométrages et de la technicité, dans quelle mesure il a peut-être participé à ce crime. Pour bien cerner le personnage Bernard Laroche, il est intéressant de revenir un peu sur sa vita. Il est né le 23 mars 1955 de la relation entre Marcel Laroche et Thérèse Jacob. Le lendemain de sa naissance, sa mère meurt des suites de l'accouchement de son fils. Elle le prénommera Bernard Albert Laroche. Thérèse Jacob, qui meurt donc à l'âge de 26 ans, était la sœur de Monique Villemain, la mère de Jean-Marie Villemain. Et c'est chez les parents de Monique, Adeline et Léon Jacob, que Bernard va grandir. Il ne sera pas seul, puisque sous un même toit, il vivra avec Marcel Laroche, Jackie Villemain, le fils illégitime de Monique, et Chantal, la fille incestueuse de Léon, avec sa fille Louisette. Juste avant de mourir, Thérèse Jacob écrit une lettre à sa mère. Elle est encore à la maternité, et apparemment cette lettre a provoqué de grandes émotions à l'intérieur de la famille Jacob. André Jacob a vu sa mère ouvrir la lettre, et elle était très nerveuse. Donc apparemment Adeline en a parlé à René et aussi à Marcel Jacob. D'après René, dans cette lettre, Thérèse Jacob demandait que l'on appelle son fils Albert. Et d'après Marie-Ange, qui a dit ça dans une de ses auditions, Albert Jacob serait le parrain de Bernard Laroche. Albert Jacob, lui, n'a jamais confirmé cette information. De quel Albert parle-t-on réellement? Marie-Ange Laroche a-t-elle voulu cacher quelque chose? Cette interrogation devient encore plus intéressante quand on la couple à une information que l'on connaît déjà, mais qu'on n'a pas encore connectée avec toutes ces nouvelles informations. Un jour, Monique, énervée, dit devant ses enfants Jacqueline et Jean-Marie que du temps où ils vivaient dans les cités à Aumonzé, elle avait surpris Albert et Thérèse dans un même lit. Cette information provient de Jacqueline Villemain, la sœur de Jean-Marie. Jean-Marie, lui, ne parlera jamais dans ses auditions de cette histoire. Albert Villemain, de son côté, lui, dira toujours aimer Bernard Laroche comme un de ses fils. Au vu de ces informations, on peut imaginer que dans le clan Jacob en général, il y ait une suspicion quant à la paternité d'Albert Villemain vis-à-vis de Bernard Laroche. Et cette information peut même expliquer une certaine rancune, et voire même une certaine haine de Marcel Jacob vis-à-vis d'Albert Villemain. Même si aujourd'hui les tests ADN ont pu prouver que Bernard Laroche était bien le fils de Marcel Laroche, à l'époque, il n'y avait pas toutes ces techniques et le doute pouvait persister. Un Marcel Laroche a pu se dire à un moment qu'Albert était la cause de la mort de sa sœur et qu'il y avait un deuxième bâtard dans la famille Villemain. On peut même imaginer que Bernard Laroche ait subi quelques pressions du clan Jacob par rapport à ce doute qui existait. Mais revenons un peu en arrière. Revenons en 1973. Cette année-là, il se passe plusieurs choses assez intéressantes. On voit déjà notre bande d'amis qui commence à devenir adultes, commence à faire des virées ensemble, ce genre de choses. Et à l'été 73, on a même Ginette qui va rejoindre Michel, Marc, Bernard et Jean-Paul Jacob à Paris. Ce même été, en août, c'est le mariage de Jackie et Liliane. Et c'est d'ailleurs à cette occasion que Bernard sera le cavalier de Ginette au mariage. Mais au final, c'est avec Michel que Ginette va faire sa vie. Ils se marient en 75 et ont 2 enfants. Ils vont construire une maison juste à proximité, à quelques mètres de la maison d'Albert et Monique. Ils sont donc très proches des parents. Ce qui est intéressant quand on relit un peu les procès-verbaux, tout ça, de Ginette,
On s'aperçoit qu'elle se plaint souvent de cette proximité peut-être un peu trop grande avec les parents de Michel, même si au début, je pense, suite à la perte de son frère, elle a peut-être aussi apprécié la proximité, le côté famille qu'ont pu lui apporter, que ce soit Monique et puis aussi la bande de potes, les cousins, tout ça. Mais au final, quand elle fait sa vie avec Michel, cette proximité va un peu l'oppresser. Il y a malgré tout quelque chose de troublant dans ce mariage entre Michel et Ginette. Déjà, on sait tous que Michel a une réputation pas très glorieuse, que ce soit au niveau de son intellect, de son comportement, et même de certaines lubies qu'il peut avoir. En couplant ça à une autre information qu'on avait déjà partagée avec vous sur la vidéo Aumonzé 2, une information selon laquelle Ginette et Jean-Paul Jacob ont eu une relation 3 semaines avant le mariage de Ginette et Michel. Je ne suis pas là pour faire une quelconque morale, mais au final, je rapporte ça au travail que je fais depuis le début, d'essayer de faire un profilage du corbeau. Dans une capsule que j'avais faite, j'avais parlé d'une personnalité antisociale. Quand on regarde ce comportement, c'est-à-dire une tromperie 3 semaines avant un mariage, on se retrouve un peu dans cette constellation, que ce soit du côté Ginette, qui va se marier et qui pourtant a une relation avec quelqu'un d'autre, ce qui peut vouloir dire qu'elle n'est pas très sincère avec Michel, mais aussi avec Jean-Paul Jacob, qui lui, à l'époque, est déjà marié avec Annie Champion, et n'hésite pas à la tromper ainsi qu'un de ses meilleurs amis, puisqu'on sait que Jean-Paul Jacob restera très longtemps le confident numéro 1 de Michel. Dans le livre de Thibaut Solano La Voix Rock, on retrouve un passage dans lequel on apprend que Michel, quand il était aviné, aimait à se vanter que sa femme était vierge lors de ses noces. Et tout d'un coup, me rappelant ce fait, je me pose une question. Était-il vraiment si sûr de ça? 3 semaines avant leur mariage, elle a une relation avec Jean-Paul Jacob, et c'est peut-être la raison pour laquelle Michel va à chaque fois affirmer que sa femme était vierge. Si on continue la réflexion, on peut aussi imaginer que Ginette a effectivement eu une relation avec Jean-Paul Jacob et qu'elle a eu un doute de si elle était enceinte ou pas, et que dans la précipitation, elle se soit mariée avec Michel. Peut-être que Monique était même au courant, elle-même ayant vécu quelque chose de similaire avec un enfant illégitime de Thiebaud et se mariant avec Albert Villemain. Et ça me fait penser à ce que disait le corbeau. Ta mère, elle le sait. Comme pour Bernard Laroche, Thérèse et Albert, on a là aussi peut-être un deuxième bâtard. Et encore une fois, les tests ADN ont prouvé que ce n'était pas le cas, mais peut-être que les gens concernés, avant qu'il y ait ces tests, ont vécu dans le doute. Les années passent, et c'est ainsi que l'esprit festif, insouciant de nos protagonistes va laisser la place à la dureté du travail et à la monotonie de la vie en couple. 2 faits marquants restent quand même notables quant à l'année 1975. On a d'abord Jackie Villemain, qui va apprendre de Cécile Jacob qu'il n'est pas le fils légitime d'Albert Villemain. Cécile Jacob étant la tante de Jackie Villemain, elle-même mariée à Georges Jacob, le fameux Georges Jacob chez qui on avait trouvé des cordes similaires à celles retrouvées sur le corps de Grégory. Georges Jacob, qui est aussi le père de Marc Jacob et de Jean-Paul Jacob,
dont je vous parlais précédemment. C'est aussi en 1975 que Jean-Marie Villemain sera employé à la filature de Monzé, juste avant d'être licencié au printemps sur le motif d'une absence irrégulière pour avoir suivi un mouvement de grève, selon son contremaître de l'époque, Daniel Turiot. Pourtant, peu après la grève, Jean-Marie, lui, va affirmer n'avoir demandé que 2 jours de congé, et ce, pour préparer le mariage de son frère Michel avec Ginette, et que ces congés lui avaient été accordés par Daniel Turiot, son contremaître. A priori, Jean-Claude Paternoster et Marcel Jacob, 2 membres actifs de la CGT de la filature, ont tenté de l'aider en vain. J'ai trouvé cette anecdote toujours particulière, mais aujourd'hui encore plus connaissant les noms de tous ces personnages et les relations qu'ils entretiennent les uns vis-à-vis des autres. On peut déjà parler de Daniel Turiot, un cousin éloigné de Jacqueline Jacob. Jean-Claude Paternoster, quant à lui, est marié avec Raymond Turiot, une des sœurs de Jacqueline Jacob, et donc lui aussi beau-frère de Marcel Jacob. Au vu de ces informations, on peut s'interroger quant à la sincérité de ces personnes par rapport au licenciement de Jean-Marie Villemain. On imagine que Jean-Marie était très naïf, il commençait à peine à s'intégrer dans le milieu du travail et n'était pas peut-être conscient des intrigues qui se jouaient derrière son dos. Avec ses liens de famille, Paternoster, Marcel Jacob et Daniel Turiot auraient très bien pu lui permettre de garder son emploi. Cette mésaventure ne va pas empêcher Jean-Marie Villemain de continuer sa carrière et de retourner à Autocoussin, où il avait eu une première expérience un peu négative suite à des allergies causées par les produits chimiques utilisés lors de la création des fameuses mousses d'Autocoussin. En tout cas, cette expérience nous montre vraiment que le clan Jacob-Turiot n'était pas vraiment dans l'optique d'aider Jean-Marie Villemain. De retour à Autocoussin, il va commencer à monter les échelons et finira même contremaître. Pour l'époque, dans ce milieu, c'est quelque chose d'assez particulier, que ce soit dans le clan Jacob ou Villemain, il n'y a encore aucun contremaître. Bernard Laroche, lui, va commencer sa carrière à la filature de Granges-sur-Vologne. Il a lui aussi l'envie de devenir contremaître, de dépasser sa condition sociale, et va même jusqu'à faire son CAP en vue d'une promotion. Il est toujours marié avec Marie-Ange, qui se plaint souvent d'avoir mal au ventre, et c'est peut-être pour ça qu'au travail, on finira par le mettre à un poste de nuit, car beaucoup trop d'employées féminines se plaignent de sa lourdeur. On retrouvera cette même lourdeur en 1977 ou 78, on n'est pas vraiment sûr de la date, en tout cas lors d'un repas, en compagnie de sa femme, de Michel et de Ginette, il déclarera ouvertement ses sentiments pour Ginette. On retrouvera un épisode similaire en 1979. Lors d'un repas, Bernard Laroche fera du pied à Christine Villemain. Christine en parlera de suite à Jean-Marie, qui, plus tard, de façon indirecte, fera comprendre à Bernard Laroche que si quelqu'un essaye de draguer sa femme ou de lui proposer un plan à 3, il se prendrait une volée. Toujours en 1979, Bernard Laroche récupère à 2 reprises à l'arrêt de bus de Monzé Ginette pour la raccompagner à son domicile. Et c'est Jacqueline Jacob, épouse de Marcel et tante de Bernard, qui aurait aperçu les scènes nocturnes. La rumeur rapporte l'existence d'une liaison entre les deux. Malheureusement, on n'a pas questionné les collègues de travail de Ginette, notamment Reine Jacat, qui est peut-être une confidente de Ginette et aurait pu nous donner plus d'informations là-dessus. L'année 1980 marque une nouvelle époque. C'est en 1980 que Marie-Ange Laroche tombera enceinte de Bernard et donnera naissance à leur premier fils, Sébastien. Et comme la synchronicité le veut, c'est aussi la même année que naîtra le petit Grégory. Jean-Marie et Christine, qui s'étaient un peu isolés du cocon familial de Monzé et préféraient rester entre eux, décident rapidement de construire une maison et de créer leur propre cocon familial. Bernard Laroche fera de même, ayant hérité de son père d'un petit terrain sur les hauteurs de Monzé, il fera construire en 1980 une maison sur cette parcelle. Christine et Jean-Marie, eux, de leur côté, sont très fiers de leur enfant, Grégory, qui est très beau à leurs yeux et aux yeux de toute la famille. Bernard, quant à lui, a un fils qui sera handicapé, Sébastien, qui a un kyste à la tête et une stature très fébrile. C'est d'ailleurs à la même époque que des appels vont retentir un peu partout. Au début, ce sont des appels silencieux, mais de plus en plus, d'un silence viendront des menaces. En janvier 1981, Bernard Laroche fait installer une ligne téléphonique chez lui. En juillet 1980, c'est au tour de Jean-Marie et Christine d'avoir eux aussi leur propre numéro de téléphone. En avril 1981, Monique va recevoir un appel. Elle entend la voix d'une jeune femme et soupçonne une des belles-sœurs de Laroche, Isabelle Boll, qui vivait à l'époque chez lui,
ainsi que sa meilleure amie, Valérie, la fille de Marcel Jacob. De 1981 à 82, Isabelle Boll garde l'enfant des Laroche à leur domicile. Entre les deux, elle retournera sans raison apparente chez les parents Boll, alors qu'elle continue de s'occuper de leur enfant. En juillet 1984, Isabelle Boll, alors en couple avec M. Ballerio, quitte définitivement le domicile des Laroche. Elle est alors enceinte, mais avorte. On a les arbres, tout ça, pareil. Mais on n'a pas de nom exceptionnel, on ne connaît pas tout ça. Et tu vois là en fait pour le truc à travers champ, j'avais pas vu qu'ici en fait il y avait une espèce de fossé que ça... Un gros fossé. Ouais. Il y aura un travers champ aussi. Ouais, c'est garé là. Je peux même te mettre dans un coin, dans un fossement, je pense qu'il va en parler. Franchement c'est pas loin. Hein. Ah, c'est vrai, mais il est en pleine nuit. Humide. En pleine nuit. Marcel Laroche, le père de Bernard, est un solide Vosgien. Lui aussi a travaillé dans les filatures. Les gens qui l'ont côtoyé disent de lui qu'il était trop bon, bonne poire, et que les Jacob profitaient souvent du dévouement de ce gendre. Après la mort de sa femme Thérèse à l'accouchement de Bernard, il va tomber dans une sorte de dépression. Il avait pourtant acheté un terrain pour construire une maison familiale pour lui, sa femme et Bernard. Mais au final, il ne va jamais se remettre de la mort de sa femme et ira habiter chez ses beaux-parents, Aline et Léon Jacob. Il va même racheter leur ferme et la rénover. C'est comme ça qu'après la mort d'Adeline, qui elle ne va jamais se remettre de l'inceste de Léon avec sa fille Louisette, que Marcel Laroche héritera de la maison Jacob. En 1981, alors qu'il a 59 ans, il tombe malade. Au début, il ne sait pas quel mal le ronge. Mais très vite, le diagnostic va se confirmer. Il a un cancer des poumons. Quelques semaines plus tard, il devra même quitter la ferme et aller à l'hôpital. Et malheureusement, ne reviendra jamais. Le 1er juin 1982, Marcel Laroche s'éteint. La rumeur dit que sur son lit de mort, Marcel a parlé à Bernard de la relation entre Thérèse et Albert peu de temps avant sa grossesse. Et cette information est peut-être la raison qui a fait basculer Bernard. L'année 1980 est en général une très mauvaise année pour Bernard. Son fils est handicapé, son père est malade, presque mourant, il apprend de son père qu'Albert est peut-être son père légitime et traverse une phase de chômage. Il ira d'ailleurs demander à Jean-Marie Villemain si, à Haute-Coussin, ça embauchait. Malheureusement, il n'aura jamais de réponse. Pendant toute la période où Marcel était à l'hôpital, personne ne vient le voir. À l'époque, les gens pensent que le cancer peut se transmettre de personne à personne, et beaucoup de gens ont peur et l'évitent, comme on éviterait un lépreux. Alors que Marcel Laroche est le parrain de Jean-Marie Villemain, celui-ci n'ira pas le voir à l'hôpital par peur d'attraper le cancer. Bernard va en vouloir beaucoup à Jean-Marie de ne pas être venu au chevet de son père, ni à son enterrement. Et c'est aussi à cette période, entre 81 et 82, que le corbeau va commencer à harceler la famille et précisément menacer de s'en prendre aux mioches, c'est-à-dire à Grégory. Tous ces événements ont peut-être créé chez Bernard Laroche une sorte de psychose, et les appels du corbeau, qui au début étaient plutôt potaches, sont devenus de plus en plus menaçants. Marcel Laroche a peut-être joué un rôle clé dans ce basculement. J'aimerais bien revenir sur les voitures vertes. On connaît tous le témoignage de Madame Clodon, qui dit avoir aperçu un véhicule vert avec à l'intérieur Bernard Laroche et Muriel Boll, mais au final, on retrouve beaucoup plus de témoignages que celui-ci, qui est peu fiable à mes yeux. On en retrouve une bonne vingtaine, que ce soit avant le crime, quelques jours avant, ou le jour même du crime. En fait, beaucoup de gens ont vu un véhicule vert. On sait à peu près où ils l'ont aperçu, on sait à quelle heure, et je trouvais intéressant de regrouper donc tous ces témoignages, de les mettre sur Google Earth, et de regarder si en connectant comme ça tous ces témoignages de voitures vertes qui ont été aperçues aux alentours, en les connectant si ça pouvait nous donner des indices sur les trajets que le corbeau a peut-être empruntés. Donc on va commencer de façon chronologique. On a d'abord Madame Simone Hatton, qui habite dans les mêmes HLM que la nourrice de Grégory, donc au Guéchamp que vous voyez à l'image. Alors elle a vu cette fameuse voiture verte à 11h30 le 8, à 13h le 9, et à 13h encore une fois le 11. Elle a vu deux véhicules en fait. Elle en a vu un qui était gris-vert, elle a dit que c'est peut-être une Renault, puis elle a vu un autre véhicule Peugeot, elle a même noté la fin de l'immatriculation, c'était une fois 88,
et pour l'autre c'était une voiture qui était immatriculée 57 en Moselle. Par rapport au chauffeur, elle a reconnu aussi quelques traits. Elle décrit un homme de taille moyenne avec des moustaches tombantes, les yeux globuleux et les cheveux ondulés. Donc elle le voit 3 fois. Elle le voit une fois à 11h30 le 8, à 13h le 9 et à 13h encore une fois le 11. Donc des horaires auxquels par exemple le petit Grégory est soit à la cantine ou elle va manger, des choses comme ça. Donc voilà pour Madame Hatton. Maintenant passons au 15 octobre, donc c'est vraiment la veille de l'enlèvement du petit Grégory. On a un témoin clé qu'il a vu vraiment souvent, c'est Monsieur Michel Desruders, qui est d'ailleurs à l'origine du portrait robot numéro 2, que je vous montre à l'écran. Donc lui, il va le voir plusieurs fois. Il va le voir 2 fois, donc à 11h30 et à 13h20, à proximité de l'école de Grégory. Il est juste en face de l'école. Et si vous voulez, à partir de cet endroit, on peut voir les allées et venues comme ça de l'école. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant de se dire, voilà, il s'est placé là, et il observait un peu les allées et venues au niveau de l'école de Grégory. Il va le voir à cet endroit 3 fois, mais le 15 il le voit 2 fois, donc 11h30, 13h20. Et ensuite il va le voir une 3e fois, donc on est toujours le 15. Et cette fois c'est assez intriguant d'ailleurs, il va le voir en lisière de forêt, à l'endroit qu'on appelle la décharge. Donc il va le voir à cet endroit, et cette fois il va le voir avec un fusil à proximité. Donc c'est vrai que ça va interpeller Michel Desruders. Donc voilà pour Michel Desruders qui est assez connu. Mais on a d'autres témoins. On a notamment à 13h40 Gérard Grémillet. Donc lui il va voir un véhicule vert, Renault 14. À l'intérieur, lui il va observer un homme et une femme. Il les aperçoit donc à cet endroit là que vous voyez, qui est le carrefour Finck-Vérel, et il le voit partir en direction de Docelles. Donc maintenant je vous propose de regarder les témoins pour le 16 octobre. On a à 10h45 du matin. Gérard Grémillet, c'est un cultivateur qui habite au Finck-Vérel, et lui va apercevoir donc à 10h45 un véhicule vert de type R14 conduit par un homme près de l'école, direction Docelles. 13h20, encore une fois Michel Desruders, donc il va encore le voir le 16 octobre, véhicule vert, peut-être une R4, un homme rue de l'église, direction des Simons. Vers 14h, on a Jean-Pierre Michel, lui va apercevoir un fourgon, avec à l'intérieur un homme et une femme, sur le chemin de terre en lisière de forêt, sur la route entre Des-Simons et Finck-Vérel. Donc c'est le fameux véhicule qui a été vu avec des gens qui regardaient avec des jumelles et une femme avec un pullover rouge. Un témoignage qui a souvent été oublié et qui est pourtant assez intéressant, je trouve, surtout par rapport à nos propres enquêtes. Avant 16h, on a Colette Méline, la femme de Gérard Méline, qui elle aussi va apercevoir un véhicule vert. Malheureusement, on n'a pas plus de précision, donc c'est à proximité de son domicile rue des Champs. Donc elle aussi, avant 16h, elle aperçoit un véhicule vert à proximité de son domicile et on n'a pas plus de précision. Vers 16h45, on a Gilbert Collin. Lui voit un véhicule vert, 4 portes, descendre à vive allure la rue des Pins. Vers 16h45, on a Jean-Pierre Michel. Lui, il aperçoit un fourgon avec un homme et une femme en bordure de CD44 à 150 mètres du panneau d'agglomération de Des-Simons, direction Docelles. Encore une fois, ce fameux camion avec un homme et une femme à l'intérieur. Un témoignage intéressant aussi, c'est Nicole Grémillet. Donc elle va encore voir un véhicule vert, elle ne sait pas si c'est une R12 ou une R18. Donc en fait, elle va l'apercevoir 2 fois, une première fois à 16h45, il passe par le Finck-Vérel et se dirige vers les Hautes-Verrières. En plein milieu de la montagne, un petit hameau comme ça avec quelques maisons. Voilà, là je vous montre quelques images de cet endroit. Donc 16h45, qui remonte à travers la montagne. Et elle va le voir une 2e fois, là c'est à 17h45. Et là il fait le chemin inverse. Il passe par les Hautes-Verrières et redescend au niveau de Finck-Vérel. Entre 17h05 et 17h10, on a Claude Grémillet. Donc lui, il entend une voiture remonter la rue des Champs depuis sa cuisine. Claude Grémillet fait partie des témoins les plus connus et il habite rue de Bellevue. Depuis chez lui, on aperçoit la rue des Champs. Le témoignage qui est donc 17h17, c'est la fermière Clodon, qui sera plus ou moins se dénoncer par ses voisins. Elle, de son côté, n'a jamais avoué avoir vu un véhicule vert avec Bernard Laroche et Muriel Boll à l'intérieur, mais ses voisins ont confirmé qu'elle avait dit ça. C'est un témoignage qu'il faut prendre avec des pincettes. Apparemment, selon ses voisins, elle aurait vu Bernard Laroche avec une jeune femme dans une voiture verte.
Et un dernier témoignage aussi qui est peu connu, c'est Monique Prévost. Donc elle habite ici. Elle va le voir en deuxième partie d'après-midi, donc c'est pas très précis. Et elle va voir un véhicule vert conduit par un homme. Donc là aussi, c'est un témoignage intéressant parce que ça nous permet de comprendre un peu plus quelle route il a emprunté. Donc quand on dézoome un peu sur tous les témoins le 16 octobre, le 15 et même avant, ça nous permet un peu de mieux comprendre les chemins qu'il a empruntés. On voit vraiment qu'il a utilisé aussi les chemins de montagne. Quand on était sur place, nous c'est ce qu'on a fait aussi, on s'est amusé à reprendre ces chemins. Et au final c'était une bonne idée puisqu'on s'est aperçu que c'était très praticable, qu'on passait par des chemins où on était vraiment vu par personne, avec peu d'habitations. Je pense que c'est une piste qu'il faut privilégier. On voit surtout le 16 octobre qu'il y a beaucoup de témoins. On voit qu'il commence très tôt à 10h45 du matin. Il y a vraiment un coup d'adrénaline et n'arrête pas de tourner autour en fait de l'épange par plusieurs chemins. Yes, ça c'est bon. Si on sort par les Hautes-Verrières, il y avait écrit Hautes-Verrières en plus. On va y arriver là. Ouais, ils ont fait du sang, les gendarmes. On arrive au carrefour. On arrive là où je pense que ce sera sur la gauche. Je sais pas si on va pouvoir le faire, on va le plus. Là, on y arrive. Excellent, ouais, là c'est le Hautes-Verrières en fait. Super, bon bah c'est bon, bah tu vois. J'aimerais bien revenir un peu plus dans le détail concernant le binôme Valérie Jacob et Isabelle Boll. Valérie Jacob est donc la fille de Marcel et Jacqueline Jacob, le couple qui en 2017 a été accusé de participation au crime. Isabelle Boll de son côté, c'est la sœur de Muriel et de Marie-Ange. Alors pourquoi s'intéresser à ces deux personnages? Du côté Valérie, c'est plutôt logique puisqu'elle a carrément dénoncé ses parents. Mais du côté Isabelle Boll, il y a quelques éléments intéressants que j'aimerais bien partager avec vous. Donc en général, quand on nous parle de ce binôme, on fait référence à un appel, un des premiers du Corbeau féminin, où Monique va reconnaître la voix d'Isabelle et les ricanements de Valérie. Donc on retrouve cette information un peu partout, on nous dit qu'Isabelle et Valérie étaient amies, et ça va pas plus loin. Pourtant il y a quelques détails intéressants qui peuvent nous permettre de mieux comprendre le contexte de cette amitié. Quand on regarde les photos, on s'aperçoit que le terrain La Roche et le terrain Jacob sont concomitants, et qu'il n'y a pas de barrière. Isabelle et Valérie pouvaient se voir régulièrement, il suffisait juste de traverser le jardin pour aller chez l'une ou chez l'autre, et cette concomitance est probablement la raison de leur amitié. De 1981 à 1982, puis de 1983 à juillet 84, c'est-à-dire 3 mois avant le crime, Isabelle Boll habite chez Bernard Laroche. C'est elle qui s'occupe de Sébastien, et c'est qu'après son départ que Muriel va prendre le relais et s'occuper à son tour de Sébastien. Il y a donc ce premier appel où Monique reconnaît la voix d'Isabelle et les ricanements de Valérie. Monique est certaine de les reconnaître et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle va aller voir Bernard et lui parler de cet appel. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ce moment-là, le Corbeau féminin va arrêter d'appeler chez Monique. Il se contentera par exemple d'appeler chez Lapoirie les pompes funèbres pour qu'ils viennent mesurer le cercueil d'Albert, mais il n'y aura plus de contact direct. On peut vraiment se poser la question s'il n'y a pas une corrélation entre ces deux éléments. D'un côté, ce Corbeau féminin qui est reconnu par Monique qui en fait part à Bernard Laroche, et le fait que ce Corbeau féminin, à partir de cet événement, ne va plus appeler Monique. Autre fait intéressant, quand on regarde la liste des appels de ce Corbeau féminin, on s'aperçoit que les appels correspondent au moment où Isabelle est logée chez Bernard Laroche. Et c'est d'ailleurs au moment où elle habite chez lui que les notes de téléphone sont très élevées. Questionnés à ce sujet, les Laroche diront que le petit ami d'Isabelle habite en Allemagne et que c'est la raison de cette note très élevée. Entre 82 et 83, elle va retourner quelque temps chez sa mère, là aussi sans raison apparente. À cette petite période où elle ne sera pas chez Laroche, il n'y aura plus d'appels du Corbeau féminin. À partir de son retour en 83, les appels vont recommencer. En juillet 84, elle va quitter la maison des Laroche, sans qu'on ne sache vraiment pourquoi elle va définitivement partir de chez les Laroche. En tout cas, à ce moment-là, elle est enceinte. Si son petit ami est en Allemagne, et si c'est bien lui le père, pourquoi avorte-t-elle? Il y a un autre élément, je pense, qui nous a tous menés en erreur. Quand on parle de Valérie et d'Isabelle, les deux amies, on va toujours se référer à l'âge de Valérie Jacob, qui à l'époque a 14 ans. Mais Isabelle est beaucoup plus âgée, elle a entre 17 et 18 ans
au moment des appels du corbeau féminin, et 20 ans le jour du crime. Et cette différence d'âge change complètement la donne. On a là un personnage qui correspond totalement au profil de la voix féminine qui a harcelé les Villemain pendant 3 ans. D'après moi, on a potentiellement une personne qui pourrait être ce fameux corbeau féminin. Comme je le disais, au moment où elle habite chez Laroche, les notes de téléphone sont très élevées. Son âge correspond avec le profil du corbeau féminin. Monique Villemain va la reconnaître au téléphone. Et bizarrement, elle a toujours réussi à passer sous les radars. Et à mon avis, la justice devrait vraiment se pencher sur son cas. Si on extrapole cette théorie, c'est-à-dire qu'Isabelle Boll est à l'origine des appels du corbeau féminin, Valérie Jacob, qui elle est entendue en train de ricaner par Monique, ne nous a pas tout raconté et a sûrement beaucoup plus d'informations à partager avec les enquêteurs. On retrouve le nom d'Isabelle Boll dans le dossier par rapport à Madame Thérèse Jacob et Madame Françoise Hatton, 2 employés de l'usine Seb à Beauménil, usine dans laquelle travaille aussi Isabelle Boll. Et ces 2 employés de Seb vont raconter aux gendarmes en 1984, en novembre, que leur compagne de travail Isabelle Boll leur avait déclaré que Bernard Laroche était allé chercher sa belle-sœur au CES, qu'il était descendu à Docelles, qu'il avait arrêté la voiture, ouvert le coffre et qu'il avait jeté à l'eau le petit Grégory. Ces 2 témoins ont été réentendus en 1988 par Monsieur le Président Simon et les 2 vont réitérer leur déclaration. Donc voilà pour Isabelle, qui d'après moi est un personnage clé, et quand on regarde ses photos, on s'aperçoit qu'en plus c'est le sosie craché de Muriel Boll. Muriel Boll qui, elle, est beaucoup trop jeune à l'époque pour être ce corbeau féminin, mais sa sœur, elle, correspond tout à fait au profil du corbeau. Jean-Marie Villemain, vous êtes jeune, votre femme aussi. Est-ce que vous pensez pourquoi? Qu'est-ce qui vous en veut à ce point? Je ne sais pas. Je peux pas savoir. Est-ce que vous avez une petite idée? J'en ai une, mais je la garde. La personne qui a appelé a dit le chef. Mais pourquoi? Vous êtes le chef? Le chef, il m'appelle le chef depuis que je suis passé agent de maîtrise, c'est tout. C'est d'une manière gentille ou c'est méchant? Est-ce que vous avez des adversaires? Non. Non, j'en ai pas. Les enquêteurs disent que la personne qui a fait ça est dans le cercle familial. Vous y pensez? Personnellement, oui, mais il paraît que non. On verra. J'attends. Pourquoi? On vous a dit le contraire? Non, mais on attend. Je fais confiance à la gendarmerie, ils font leur travail. Ils font du mieux que possible. Je les ai encore vus ce matin, il n'y a rien de nouveau pour l'instant. Mais qu'est-ce qui pouvait vous en vouloir à ce point-là? On en voulait à votre réussite? Une réussite, il y en a beaucoup qui ont de la réussite comme ça. J'ai pas gagné au loto, hein. Seulement je travaille, ma femme aussi, c'est tout. Ce qu'on a, on travaille pour l'avoir. Il y en a beaucoup comme ça. Seulement il y en a qui sont feignants, qui envient les autres, ceux qui travaillent, c'est tout. Jusqu'au point de s'en prendre à votre fils? Il y a des fous sur Terre, c'est... Sincèrement, Jean-Marie Villemain, est-ce que vous pensez que le meurtrier, l'assassin de votre fils, vous le connaissez? Moi, je le connais. Je le connais, oui. C'est d'ailleurs peu de temps après la mort de Marcel Laroche que Bernard découvre au domicile de son père un bloc papier sur lequel il va lire « Albert me fait du chantage, il me soutire des sous ». De quel Albert parle-t-on? Pour certains, il s'agirait d'Albert Jacob, pour d'autres d'Albert Villemain. Mais peut-être que c'est Marcel Laroche qui manipule tout le monde. Suite à sa maladie, se sachant condamné, il va peut-être comme ça essayer d'influencer Laroche vis-à-vis de celui qui n'ira pas le voir à l'hôpital et qui en plus est peut-être la cause de la mort de sa femme. Toujours après la mort de Marcel, Monique, Yvette Cunin et peut-être aussi Suzanne Cunin sont allées fouiller dans les affaires de Marcel. Marie-Ange laisse sous-entendre sa présence au moment des faits, mais finalement elle dira qu'elle a appris tout ça par l'intermédiaire de Louisette. Gilberte Châtel, qui dit ne pas connaître Bernard Laroche à l'époque, va en parler aussi dans ses auditions, et d'après elle, Monique aurait même été mise hors du domicile de Marcel Laroche par Bernard et Marie-Ange. Questionnée à ce sujet, Yvette, elle, de son côté, va toujours nier les faits, mais d'après Christine, c'est la raison pour laquelle Monique n'allait plus chez Louisette. Visiblement, à la mort de Marcel Laroche, Monique et ses sœurs vont essayer de chercher des écrits compromettant Albert. Peut-être même qu'ils recherchent la lettre de Thérèse à sa mère 27 ans plus tôt. Cet épisode va générer encore plus de soupçons légitimes autour de la naissance de Bernard et peuvent aussi expliquer les tensions entre la famille Jacob et la famille Villemain. Encore une fois, dans le contexte de cette théorie, Albert aurait causé la mort de Thérèse en la mettant enceinte et Monique aurait tenté de récupérer des preuves qui auraient tendance à confirmer cette théorie pour garder le secret intact. Si cela est vrai,
on comprend un peu mieux le comportement de Monique, qui d'un côté veut savoir absolument qui a commis ce crime, mais qui va quand même tout faire pour ne délivrer aucune information compromettante concernant Bernard Laroche. Alors, voici une petite expérience pour le faire les nœuds de tisserand et ainsi essayer de comprendre son utilité. Donc là, il s'agit du nœud de tisserand simple. Et là, on constate que même non serré, en fait, lorsqu'il y a du tirage, le nœud se serre, que ce soit d'une partie ou des deux extrémités. Le nœud ensuite se défait assez difficilement. Plus la corde va être serrée, plus le nœud va être difficile à retirer. Ensuite, on peut constater sur le scellé qu'il y a une boucle dans ce nœud. Donc j'ai essayé de reproduire cette boucle pour bien comprendre l'utilité qu'elle pouvait avoir. Donc toujours avec des lacets. Donc je reprends le même nœud, et là je vais laisser la boucle sortir. Voilà, je ne serre pas trop. Et là en fait, on va bien voir que le nœud se serre toujours lorsqu'il y a du tirage. Et il est bien serré. Et ensuite, il suffit tout simplement de tirer sur un seul bout, une seule extrémité, et le nœud se défait très facilement. J'aimerais bien partager avec vous une petite théorie. Pour cela, j'aimerais bien revenir sur 3 appels du corbeau. On a un appel dont je vous parlais tout à l'heure, où Monique va soupçonner Isabelle Boll et Valérie Jacob. Un autre appel où le corbeau va discuter avec Jackie, qui lui fera un bluff en lui disant que le lendemain, il ne travaille pas. Quelques minutes plus tard, Bernard Laroche va appeler Jackie et lui demander s'il veut faire une belote chez lui. Et un 3e appel, dans lequel on va entendre le fils de Michel et Ginette, Daniel, parler en arrière-plan. Le juge Simon va même entendre la voix de Michel, et dans la famille Villemain, tout le monde sera du même avis, sauf Monique, qui va tout faire pour défendre son fils Michel. Pourtant, c'est pas vraiment Michel qui est visé, puisqu'il parle librement, donc a priori, il n'était pas au courant de cet appel. Mais Monique va tout faire pour le défendre, et pas penser qu'au final, c'est surtout Ginette qui est visée. Monique avait même demandé à quelques membres de la famille, notamment Bernard Noël, de ne pas parler de cette histoire. Ça va même mettre Albert dans l'embarras, qui un temps envisagera de se séparer d'elle à cause de ça. Au regard de ces 3 appels que je viens d'énoncer, on comprend que beaucoup de gens ont participé à ce corbotage, ce qui diffère un peu de l'image d'un corbeau tout seul qu'on a pu avoir au début. Disons que chacun avait sa raison pour détester Albert ou Jean-Marie Villemain. On a d'un côté Bernard, qui venait d'apprendre qu'il y avait des doutes concernant la paternité de son père et pouvait en vouloir à Albert. Michel et Ginette, eux de leur côté, étaient très jaloux de Jean-Marie et tout le monde le savait. On a aussi Marcel Jacob qui avait grandi aux côtés de Marcel Laroche, avec Bernard, Jackie, et qui lui aussi avait sûrement ses raisons de détester Albert et Jean-Marie. On dirait que pendant un certain temps, toute cette petite bande d'Aumonzé, dont Jean-Marie s'était plus ou moins isolé après la construction de son pavillon, s'amuse à faire des appels potaches, des blagues chez les Villemain. Et c'est ça qui va expliquer la fréquence des appels, à peu près 700, qui sont difficilement explicables d'une seule et même personne. Pendant quelques mois, ils vont tous s'amuser à se partager des informations pour harceler Albert. Mais à partir de 83, quand il y a des rumeurs de table d'écoute, la plupart vont cesser leur activité. Déjà à l'époque, il y a sûrement dans le groupe quelques personnes qui, déjà en 83, vont s'apercevoir que Bernard va beaucoup trop loin dans le harcèlement, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ils vont arrêter leur corbotage. On a aussi l'information selon laquelle Jean-Paul Jacob arrête de côtoyer Ginette et Michel, donc en 83, il va dire qu'ils étaient trop susceptibles. Susceptibles de quoi, on ne le sait pas vraiment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les notes de téléphone sont très élevées chez Bernard Laroche, chez Marcel Jacob, et à moindre mesure chez Michel et Ginette. On comprend mieux leur silence aujourd'hui. Suite à la médiatisation et aux erreurs judiciaires commises dans ce dossier, ils ont peut-être peur des représailles de la vindicte populaire
mais aussi d'être eux-mêmes victimes d'une erreur judiciaire. Donc pour récapituler, on a des appels où on va reconnaître des personnes, Isabelle Boll, Valérie, Michel, Daniel, et tout cela va aussi concorder avec les notes de téléphone. Donc voilà pour cette petite théorie du corbotage en équipe. Audition de Bernard Laroche, le 31 octobre en garde à vue à la gendarmerie de Bruyères. Mais j'ai déjà été interrogé chez moi le 22 octobre et je vous ai déjà donné mon emploi du temps. Je me nomme toujours Bernard Laroche, j'ai toujours 29 ans et j'exerce toujours la profession de contremaître. Je suis marié et père d'un petit garçon, Sébastien. Je suis le cousin de Jean-Marie Villemain, j'ai déjà dit tout ça. Sans doute, mais il y a un trou dans votre emploi du temps du 16 octobre, entre 16h30 et 17h30. Expliquez-nous ça. J'ai rentré du bois, puis j'ai offert un verre à ma tante Louisette qui m'avait aidé. On a trinqué ensemble, puis je l'ai raccompagnée chez elle. C'était à 200 mètres de chez moi. Je me suis rendu chez Michel Villemain en voiture. À quelle heure vous arrivez ? Je n'ai pas regardé ma montre. 15h40, 16h, à peu près. Michel Villemain m'a ouvert la porte, il m'a fait entrer dans la cuisine. On a bavardé, des banalités, on a feuilleté un catalogue des Trois Suisses. Votre fils Sébastien n'était pas à l'école ? Le mardi après-midi, c'est le jour de la piscine pour les enfants du primaire. Ceux de la maternelle, les parents les gardent. C'était avec moi, il a joué avec le fils de Michel Villemain pendant qu'on discutait. Et ensuite ? J'avais rendez-vous à 16h30 avec mon copain, Zonka. Il est contremaître dans la contre-équipe. On devait se retrouver chez la tante Louisette pour aller au champion de Laval-sur-Vologne. Il y avait du vin en promotion. À quelle heure j'ai quitté Michel Villemain ? Je n'ai pas regardé, j'habite à 2 minutes de chez lui. Mais j'étais à l'heure, à 16h30, chez ma tante Louisette pour y attendre Zonka. Il est venu ? Je l'ai attendu jusqu'à 17h15 environ. Puis j'ai appelé Sébastien, on a pris la voiture et j'ai poussé jusqu'à chez lui à Granges. C'est à 5 minutes. Sa maison est entourée d'un mur, je suis entré en voiture dans la cour. Sa R5 blanche n'était pas là. Chez lui, c'était fermé à clé, mais la clé était dans la serrure. Je suis reparti... Attendez, un détail me revient. En sortant de la cour avec ma voiture, je me suis avancé pour voir si la voie était libre. À ce moment-là, une voiture a surgi, une Golf ou une Polo Volkswagen bleue. Elle était en train de doubler une autre voiture, j'ai pilé sec. Les autres conducteurs vous ont vu ? Je ne saurais pas vous dire. Je suis retourné chez tante Louisette parce que je pensais que Zonka avait peut-être bien pu y venir entre-temps. En roulant, vous écoutiez la radio ? J'ai la radio à bord, mais vous dire si je l'ai allumée... Donc vous arrivez chez votre tante ? Vers 17h30, ma belle-sœur Muriel Boll était là, la télévision fonctionnait. Vous vous souvenez des programmes ? J'ai pas fait attention, quoique... Il me semble que c'était des clips vidéo sur Télé Luxembourg. Je suis resté 10 minutes, un quart d'heure, puis je me suis rendu au magasin de Champion à Laval aux environs de 18h. Il n'y avait plus guère de clients, j'ai demandé où se trouvait le lot de vin. La caissière m'a conseillé de prendre 2 caddies, ce que j'ai fait. Je me suis servi et je suis allé à la caisse en poussant un caddie et en tirant l'autre. Là, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon carnet de chèques dans la voiture. J'ai laissé Sébastien auprès des chariots et je suis allé chercher ma sacoche dans la voiture. Et ensuite ? Je suis revenu à la caisse et j'ai payé. Vous vous souvenez de la caissière ? Elle était blonde, brune, elle portait des lunettes ? Elle portait une blouse orange, pour le reste... Ensuite ? Je quitte le supermarché, vers 18h10, et je passe au café-hôtel La Renaissance à Bruyères. J'avais gagné le tiercé. J'allais le toucher, mais le café était fermé. Je suis passé par la porte de l'hôtel. La patronne, une vieille dame à lunettes, m'a dit que le bar était fermé. J'ai répondu que je venais juste toucher le tiercé. « Vous êtes d'où ?» elle m'a demandé. Alors je lui ai dit de Monzay. « Bon, je vais vous payer pour vous éviter d'avoir à revenir. » Qu'elle m'a dit et elle m'a versé les 163 francs du tiercé du dimanche 14. Sébastien était toujours avec moi. Sur le retour, vers 18h30, j'ai croisé la Datsun d'Albert Villemain. C'est Michel Villemain qui conduisait. J'ai fait un signe de la main. Les passagers, je les ai pas reconnus. J'ai déposé Sébastien chez ma tante Louisette et je suis remonté chez moi pour décharger le vin. Ensuite, je suis allé dîner chez ma tante à 20h. Je suis remonté mettre mon fils au lit et vers 20h45, je suis parti au travail. Avant d'aller au tissage, je suis repassé chez tante Louisette pour lui remonter le réveil. Concernant l'emploi du temps de Bernard Laroche le 16 octobre 1984, rien ne permet de savoir ce qu'il a fait avant 13h. On sait que la veille, il a travaillé de 21h à 5h du matin. On peut donc imaginer
qu'il va dormir jusqu'à 13h, mais aucun témoin ne peut le confirmer. Son fils, Sébastien, alors âgé de 4 ans, va l'accompagner toute l'après-midi. Ce jour-là, à son école, les enfants ont piscine l'après-midi. Mais à cause du drainage de son kyste, il ne peut pas participer. Il sera donc à partir de 13h aux côtés de son père. Aucun témoin ne peut confirmer la présence de Bernard chez lui entre 13h et 15h30. Sa femme est au travail, il est donc tout seul avec Sébastien, et rien ne permet de confirmer s'il était chez lui ou pas. D'après la déposition de Michel, Bernard lui dit que Louisette a rangé le bois qu'ils ont coupé la veille. Sauf que Bernard, lui, dans sa propre déposition, va dire autre chose. Il va dire qu'il a aidé Louisette de 13h à 15h30 à ranger ce même bois. C'est une contradiction qui remet un peu en question sa présence chez lui entre 13h et 15h30. Malheureusement à ce sujet, Louisette ne sera jamais entendue. Dans un premier temps, Michel sera le seul témoin du passage de Bernard Laroche, et ce n'est qu'après le décès de Bernard, c'est-à-dire à peu près 6 mois après le crime, que Monique viendra renforcer les déclarations de Michel. À cette époque, elle prend fait et cause pour son neveu défunt, qu'elle affirme avoir élevé et aimé comme son propre fils. Monique va donc confirmer la présence de Bernard chez son fils Michel, mais ces déclarations n'interviennent qu'après la mort de Bernard, en avril 1985. Albert va aller dans le même sens que sa femme et va donc aussi confirmer cette version. Il le fera encore plus tardivement, le 8 décembre 1987, et à nouveau en mai 1988. D'après Albert et Monique, Bernard était présent chez Michel entre 16h et 16h20. Lionel Villemain, le frère de Michel, qui n'a pas cours ce jour-là, est également présent. Et lui va dire que ce jour-là, il joue à l'arc dans le pré qui se trouve à l'arrière du domicile de ses parents, en compagnie de Daniel, le fils de Michel, peu avant 16h. Il est persuadé de ne pas avoir vu Bernard Laroche, ni son fils Sébastien, chez Michel ce jour-là. Sauf qu'encore une fois, d'après les dépositions de Bernard, Daniel joue avec Sébastien entre 15h40 et 16h20. Comment Lionel peut-il jouer avec Daniel au fond du pré vers 16h, sans voir Sébastien, et donc Bernard Laroche? Là aussi, il y a quelque chose qui va pas. Mais Lionel va changer de version tout au long de la procédure. Dans sa déposition du 20 janvier 88, ce sera la dernière où il va parler du passage de Bernard, il va revenir une nouvelle fois sur ses propos et affirmera ne jamais avoir joué avec Daniel durant l'après-midi du 16 octobre. Au regard de tous ces éléments, on peut avoir des doutes quant à la véracité de la présence de Bernard chez Michel le jour des faits. Monique et Albert vont surtout servir d'alibi supplémentaire à Bernard Laroche, et c'est peut-être ça qui explique le changement régulier de version que Lionel va donner aux enquêteurs. Il paraît évident que ses parents l'ont influencé. Bernard Laroche va rester jusqu'à 16h20 chez Michel, ils vont feuilleter ensemble un catalogue de vente à distance, et vers 16h30, il retourne chez Louisette, car il attend Jean-Pierre Zonca, un collègue de travail qui habite juste en face de l'usine Ancel, à Granges-sur-Vologne. D'après Bernard, Jean-Pierre Zonca devait le rejoindre chez Louisette pour qu'ils se rendent ensemble au magasin Champion, pour y acheter un lot de 150 bouteilles de vin, alors en promotion. Bernard va l'attendre jusqu'à 17h10, puis décide de se rendre lui-même au domicile de Zonca, mais il n'est pas là, et Bernard Laroche revient vers 17h30 chez Louisette. Jean-Pierre Zonca sera entendu à plusieurs reprises par les gendarmes. Au début, il va confirmer qu'il s'était mis d'accord avec Bernard pour aller chercher le vin le mardi 16 octobre, mais qu'à cause du beau temps, il avait préféré aller sillonner du grain sur la commune de Chandray entre 14 et 20h30. Pourtant, un peu plus tard, il va reconnaître n'avoir jamais fixé de date précise pour récupérer la marchandise. Il dira qu'il était juste prévu que Bernard le récupère au moment venu, contrairement à ce que déclare Bernard. Les gendarmes vont donc organiser une confrontation entre Zonca et Bernard, et lors de cette confrontation, le comportement de Zonca va soudainement changer. Il ne va plus oser contredire Bernard. Il ira donc dans son sens et dira qu'il devait passer le prendre après avoir ramené sa fille de l'école. Sauf que ce témoignage n'est pas cohérent avec son premier témoignage. Dans sa première audition, Zonca affirmait que c'est sa belle-mère qui récupère sa fille le 16 octobre, et non lui, comme il le dira lors de la confrontation. Après la mort de Bernard, Jean-Pierre Zonca sera réentendu par la gendarmerie, et cette fois, il certifiera qu'aucun rendez-vous était prévu le 16 octobre entre lui et Bernard. Bernard, lui de son côté, avait étayé ses dires pour garantir son passage, et a même fourni quelques détails surprenants. Il dira que quand il s'est rendu chez Zonca, la clé des époux se trouvait sur la serrure de la porte arrière de la maison, et qu'en sortant de chez eux, un petit véhicule bleu, en train d'effectuer un dépassement, a failli l'emboutir. Questionné sur ces arguments, Zonca va grandement affaiblir les dires de Bernard Laroche. D'après lui, la clé du domicile reste toujours sur la serrure,
puisque lui et sa femme travaillent en contre-équipe. Les amis proches du couple, dont Bernard fait partie, le savent depuis longtemps. Zonka dira aussi que la rue de son domicile, quai de la Vologne, est très étroite, avec un virage très prononcé, et que depuis 1976, date à laquelle il a aménagé à cet endroit, il n'a jamais vu de véhicule venant de Bruyères doubler devant chez lui. À ce moment de l'enquête, rien ne permet de certifier la présence de ce véhicule à ce moment-là. C'est la raison pour laquelle les enquêteurs vont effectuer une enquête de voisinage, et malheureusement, personne n'a vu Bernard Laroche cet après-midi-là. Quand on épluche un peu les comptes rendus d'audition de Jean-Pierre Zonka, on a vraiment l'impression qu'il est influencé par Bernard. Il est d'ailleurs à noter que peu de temps après la première audition de ce dernier, Bernard est venu chez Jean-Pierre Zonka. Les changements de version de Zonka sont vraisemblablement le résultat d'un accord par amitié ou par peur de représailles. Sans cette connivence, Bernard n'a aucun alibi pour la période de l'enlèvement de Grégory. Monsieur Noël Grandjean, ouvrier communal à Docelles, qui était occupé à tailler des sapins bordant le Barbat, à proximité du monument aux morts de cette localité, découvrit sur les branches de l'un d'eux, à environ 1,50 m du sol, une boîte en carton marquée « Novo Industrie Pharmaceutique, 10 ml, insuline novolente RMC 48, suspension injectable d'insuline, zinc mixte, renfermant un flacon de verre transparent, obturé à l'aide d'un caoutchouc rouge, et une seringue en plastique translucide de marque BD avec piston, aiguille et protège-aiguille, ainsi que l'emballage de celle-ci. Pensant que ces objets pouvaient être en relation avec l'assassinat de Grégory Villemain, il les apporta au maire de la commune, qui les remit à la gendarmerie. Comme il ressortait de l'autopsie du professeur Gérard de Rennes et du docteur Elisabeth Pagel, que Grégory ne s'était pas débattu alors qu'il était ligoté, l'hypothèse d'une anesthésie de l'enfant par intraveineuse avait été émise, plus exactement avec de l'insuline prescrite à Janine, mère de Muriel Boll et de Marie-Ange Laroche, pour son diabète. Cette théorie de l'insuline revient souvent, et pourtant à mes yeux elle est peu probable. Pour bien comprendre le sujet, il faut s'intéresser à l'insulinothérapie. Il existe plusieurs sortes d'insuline. Il y a ce qu'on appelle une insuline rapide, qui va servir à ajuster le taux de glycémie après les repas. Mais le foie produit aussi du sucre en permanence. C'est pour ça qu'un diabétique devra prendre deux sortes d'insuline. Une insuline qui sera utilisée lors des repas pour réajuster le taux de glycémie, et une insuline qu'on appellera une insuline basale ou une insuline lente, qui elle permettra de corriger le taux de glycémie sur le long terme par rapport à ce que le foie va sécréter en permanence. Quand on regarde le modèle d'insuline qui a été trouvé à Docelles, on s'aperçoit qu'il s'agit d'une insuline lente, c'est-à-dire une insuline qui va émettre beaucoup plus de temps et qui sera beaucoup moins forte qu'une insuline dite rapide. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, une insuline rapide va mettre à peu près entre une demi-heure et 45 minutes pour être vraiment active, et c'est entre 2 heures et 3 heures qu'elle aura atteint son pic maximal d'activité. Par contre, au niveau de l'insuline lente, c'est tout à fait différent. Après l'injection, il faut attendre entre 2 et 4 heures pour que cette insuline lente prenne effet. Donc si on admet que cette insuline a été injectée pour le crime, elle n'a eu aucun effet entre 2 et 4 heures après l'injection. Et même après 2 et 4 heures, on voit que la courbe d'action de l'insuline lente est beaucoup plus plate que celle de l'insuline rapide, et le corps mettra à peu près 24 heures pour absorber complètement cette insuline. C'est d'ailleurs pour ça qu'il rajoute du zinc, le zinc permettant exactement cette action. Si on admet que c'est une insuline basale qui a été utilisée, cela n'a eu aucun effet. Le meurtrier aurait donc attendu 4 heures pour voir les premiers effets, et qu'en plus, cela n'aurait vraiment pas suffi à le mettre dans un coma. Pour moi, cette théorie de l'insuline est soit complètement farfelue, soit du hasard. Un diabétique qui a perdu sa boîte d'insuline, un passant l'ayant retrouvée, s'est peut-être dit que c'était mieux de la mettre en hauteur dans un arbre pour pas qu'elle soit piétinée ou par la pluie dégradée, ce genre de choses. Ou alors le corbeau a réellement donné une injection de cette insuline à Grégory, et ne connaissant pas bien les principes de l'insuline lente, s'est retrouvé avec aucun effet, et c'est peut-être pour ça que la mise à l'eau a duré plus longtemps que prévu. Je me permets de rappeler le rapport d'autopsie du professeur Rhin, le 10 novembre 1984. Il n'avait détecté aucune trace de piqûre sur le corps de la victime. Et comme le dit aussi l'infirmière Jacqueline Golbin, qui décédera en 2014, Muriel Boll ne savait pas encore faire de piqûre d'insuline à sa mère à l'automne 1984, c'est-à-dire au moment du drame. On peut aussi parler des témoignages du pharmacien Langlois,
et du toxicologue Roger Le Breton au procès Villemain. Ils avaient démontré que l'emballage ne correspondait pas à un produit alors en vente, que la seringue et le flacon n'étaient pas du même lot, et que l'usage d'un produit correspondant à l'emballage n'entraînait pas la mort immédiate. Enfin, que ce n'était pas ce type d'insuline qui était vendu à la famille Boyle sur les prescriptions du docteur Messin. Toutes ces informations tentent à démontrer qu'il n'y a aucun lien entre l'insuline et la famille Boyle. Marie-Ange Laroche est à l'origine du témoignage de la fratrie Godel. C'est elle qui affirme, après le décès de Bernard, en mai 1985, que son mari est vu le 16 octobre 1984, vers 17h par Gérard Godel et sa sœur, au volant de sa Peugeot 305 verte, sortant de chez Jean-Pierre Zonca. L'examen du contrôlographe du routier la situera finalement à 15h50. La fratrie Godel, petit cousin et copain d'enfance de Bernard, sont alors entendus. Des divergences apparaissent par rapport aux informations délivrées par Marie-Ange. À 15h50, Gérard Godel et sa sœur Thérèse circulent en direction de Jussarut, lorsqu'ils croisent Bernard Laroche, seul, dans un véhicule de couleur crème, rue du Quai de la Vologne, à Granges-sur-Vologne, presque en face de l'habitation de Jackie, et à 150 ou 200 mètres du domicile de M. Zonca. Plusieurs hypothèses sont envisageables. La famille Godel se trompe de personne, ils croient voir Bernard, mais ce n'est pas lui. Marie-Ange déclare d'ailleurs que ce dernier prenait toujours la Peugeot 305 verte lorsqu'il amenait Sébastien. Deuxième hypothèse, Gérard Godel et sa sœur Thérèse Baradel sont de bonne foi. Dans ce cas, il est confirmé que Bernard se trouvait à proximité du domicile de M. Zonca et non chez Michel, vers 15h50. Si Bernard est bien passé chez M. Zonca, pourquoi ne l'aurait-il pas déclaré à la bonne heure, si ce n'est pour se fabriquer un alibi à l'heure de l'enlèvement du petit Grégory? Ceci ne rend toutefois pas impossible le passage de Bernard chez Michel, mais raccourcirait énormément son intervalle de présence à environ 10 minutes. Ce passage à 15h50, avec son véhicule AMI 8 de couleur crème, n'a potentiellement aucun rapport avec Jean-Pierre Zonca. Comme Bernard ne parle pas de ce transport dans ses déclarations, il est possible que ce trajet ait un lien avec la préparation de l'enlèvement. Malheureusement, aucune recherche n'est effectuée dans ce sens. Théorie numéro 3. Marie-Ange et la fratrie Godel se sont accordés pour fabriquer ce témoignage afin de renforcer les affirmations de Bernard concernant son passage chez M. Zonca, mais malheureusement, ils se sont trompés au niveau des horaires et de la couleur de la voiture pour être en parfaite adéquation avec les dires de Bernard et de Marie-Ange. Audition de Véronique Didier-Laurent du 7 novembre 1984. La présence de Muriel dans le quart de ramassage le 16 à 17h, il n'y a pas de problème, elle était absente. Je peux même préciser que ce soir-là, ce n'était pas le conducteur habituel. Ce conducteur a une barbe et des lunettes, il lui arrive souvent d'effectuer le transport le mardi. Sur la date du 16, je suis également affirmative, ce jour-là, je devais faire du sport, mais je n'en ai pas fait car je souffrais du pied droit. C'était bien le mardi 16. Véronique Didier-Laurent confirme à nouveau ses déclarations devant le juge Lambert. De quelle façon les gendarmes t'ont-ils interrogé? Ils m'ont demandé si Muriel était dans le car, comment je pouvais être aussi affirmative. Ils m'ont demandé comment elle était habillée. Je me souvenais qu'elle avait un blouson rose-violet. J'ai omis de préciser que j'avais remarqué que son amie Nelly Demange était seule alors que d'habitude elles sont tout le temps ensemble. Je me souvenais également que ce mardi 16, il faisait beau. Les gendarmes t'ont-ils influencé? Ils m'ont dit « Rappelle-toi bien, il ne faut pas dire d'erreur. » Audition de Sonia Pearson du 6 novembre 1984. Je suis les mêmes cours que Muriel, et donc je sors du collège aux mêmes heures. Le mardi 16 octobre 1984, à 16h55, je suis sorti en même temps que ma camarade. Tout de suite, après être à l'extérieur du collège, j'ai embrassé Muriel, laquelle, contrairement à ses habitudes, n'est pas allée prendre son car en direction de Bonzet, mais s'est dirigée vers une voiture vert kaki qui se trouvait garée à côté du parking des professeurs, l'arrière nous faisant face. Un homme se trouvait à la place du conducteur, mais je ne peux pas vous fournir le signalement tant vestimentaire que physique. Je me trouvais avec Richard Claude, et nous nous trouvions à une trentaine de mètres de la voiture en cause. Avec ma camarade Claude, pour regagner le domicile respectif, en prenant à travers les HLM et en longeant l'avenue de Lattre de Tassigny. Arrivé en face du lycée Jean Lursa, j'ai revu cette même voiture avec Muriel dedans, se dirigeant vers Laval-sur-Vologne venant de Bruyères.
Ma camarade se trouvait à la place avant droite. Je l'ai formellement reconnu et Claude également. Et nous nous sommes même dit « Tiens, Muriel vient de passer ». Je n'ai encore pas pu distinguer le chauffeur de la voiture. Il me semble qu'il n'y avait personne d'autre avec eux. Concernant la personnalité de Muriel, je la connais comme étant gentille, aimant avoir des copains et des copines, serviable mais pas menteuse. Je suis formel, c'était bien le 16 octobre 1984 car ce jour-là, nous avons eu des expériences de fête sur les différentes matières solides, liquides, gazeuses, et cela m'a frappé aussi le lendemain lorsque j'ai appris la nouvelle par les journaux. Muriel m'a dit le jeudi matin que Grégory était son petit cousin, mais sans autre explication. Audition de Sandrine Perrin du 3 novembre 1984. Hier, j'ai déclaré verbalement aux gendarmes que je ne me souvenais plus si Muriel était revenue avec le car le mercredi 16 octobre 1984. Après réflexion cette nuit, je suis affirmative, en disant que je n'ai pas vu dans le car à ce moment-là. Quand elle est dans le car, elle se place à l'avant. Je dois préciser que Muriel est facilement repérable avec sa chevelure rousse. Audition de Sandrine Perrin, 4 jours plus tard. Si je situe son absence le mardi 16, c'est parce qu'il me semble que cette semaine-là, elle n'a pas pris le car plusieurs jours et on la remarque bien à cause de ses cheveux. Audition de Claude Richard du 6 novembre 1984. Je suis formel. Le mardi 16 octobre 1984, à 16h55, en sortant de classe, ma camarade, Paul Muriel, me devançait de quelques dizaines de mètres. J'ai alors remarqué qu'elle ne se dirigeait pas vers le car qu'elle prend habituellement. Mais au contraire, elle s'est dirigée vers une voiture arrêtée à droite par rapport à la sortie du collège. Le véhicule en cause, je le reconnais formellement sur votre planche photographique. Il est de couleur que je juge vert kaki. Je n'ai pas prêté attention au conducteur de cette automobile. J'ai continué à pied mon chemin empruntant un raccourci à travers les HLM situés en face du collège, pour me retrouver avenue Delattre de Tassigny. À peine étais-je arrivé sur le trottoir qui borde cette avenue, juste en face du lycée Jean Lurçat, que j'ai vu la voiture passer en direction de Laval sur Vologne, venant de Bruyères. Je n'ai plus souvenance de la vitesse lente ou rapide de la voiture, et elle occupait la place avant droite comme passagère. Je présume qu'il pouvait être 17h quand j'ai vu la voiture verte transportant Muriel Boll vers Laval sur Vologne. C'était la première fois que je voyais ma copine prendre place dans un véhicule automobile. Audition de Claude Richard le lendemain. Très souvent, Pearson Sonia, Boll Muriel et moi sortons ensemble du collège. Or, le mardi 16 octobre 1984, au lieu de se diriger vers son car, Muriel est allée à la voiture. Il s'agissait d'une R18 vert kaki et je n'ai pas vu le chauffeur. Ensuite, j'ai monté les escaliers pour monter vers chez moi et j'ai vu la voiture qui passait sur la route au-dessus. Muriel était assise à côté du conducteur. Audition de Nelly Demange le 2 novembre 1984. À la demande que vous me faites concernant ma camarade de classe Boll Muriel, qui est de savoir si elle est présente dans le car le 16 octobre 1984 à 17h, je suis formel. Elle était à mes côtés dans l'autobus. J'ignore la raison pour laquelle je suis aussi affirmative. Oui, je suis très ami avec elle, bien qu'elle ne soit pas dans ma classe. Audition de Nelly Demange, 3 jours plus tard. Effectivement. Après avoir réfléchi et en avoir parlé à mes parents, je crois que je me suis trompé de semaine lors de ma précédente déclaration, et en ce qui concerne le fait que ma camarade Boll Muriel ait pris au nom le quart de 17h à Bruyères. Je ne suis plus du tout sûr pour le mardi 16 octobre 1984 à cette même heure. Dans le doute, je ne préfère plus me prononcer sur ce fait. Audition de Muriel Boll. Garde à vue le 3 novembre 1984. Depuis que j'utilise ce car, j'ai toujours eu affaire au même chauffeur. Je ne connais pas son nom, mais je peux vous le décrire. Il est jeune, porte une moustache noire et une barbe sous le menton. Il est assez grand. Durant tous mes transports, je n'ai eu affaire qu'à ce chauffeur. Effectivement, je vous ai menti. Le mardi 16 octobre 1984, en sortant du collège à 17h, je n'ai pas pris le car à Bruyères pour regagner au Monzet. Je m'explique. Lorsque je suis sorti de l'école, je me suis dirigé vers le car qui était garé sur le parking comme à l'habitude. Lorsque je me rendais au bus, j'ai été par mon beau-frère Bernard Laroche. Sur le moment, j'ai été surprise car c'est la première fois que mon beau-frère venait me chercher à la sortie de l'école, interpellé par mon surnom Bouboule depuis l'extérieur de sa voiture. Lorsque je monte dans son automobile, je m'assois à la place avant.
Sébastien est assis à l'arrière. Tu peux peut-être nous parler aussi de ce qui t'ont dit pour te faire avoir peur, des pressions qu'ils ont fait sur toi. Premièrement, ils m'ont dit que t'avais avoué que t'étais le corbeau. J'avais dit que j'étais dans le corps. Là. Et les gendarmes ont crié que j'étais pas dans le corps. Vu le chauffeur de corps qui avait dit que j'étais pas dans le corps. Puis après, ils ont commencé à dire que Bernard avait avoué que c'était le corbeau, tout ça. Ils ont fait le plan. Le plan d'éponge fait d'ocel. Puis le gendarme a montré sur le doigt, il m'a dit d'écrire avec le stylo. Puis ils m'ont demandé de faire un plan du collège. J'ai fait le plan où c'est qu'il y avait le parking du corps. Puis ils m'ont dit de mettre la voiture de Bernard. Et puis ils m'ont dit de me mettre là. J'ai marqué la voiture de Bernard et puis c'était moi. Pourquoi quand on t'a dit que j'ai arrêté de chercher à sortir de l'école alors que j'ai jamais été? Mais les gendarmes m'ont dit que quand j'étais pas dans le corps, ils m'ont dit que c'était toi qui venais me chercher. Alors, ils ont crié derrière moi. J'ai crié je sais pas combien de fois derrière moi. Ils ont crié bien une vingtaine de fois. Puis après ils m'ont dit de dire que tu étais venu me chercher. T'as eu peur? T'ont menacé d'aller à la maison de correction aussi? Oui, ils m'ont menacé d'aller à la maison de correction. Jusqu'à 18 ans, là-bas, j'irai en prison. Une question qui revient souvent, si Bernard est l'auteur du crime, pourquoi prend-il Muriel avec lui, alors qu'au final, ça fait un témoin en plus qui pourra l'accabler par la suite? Alors par rapport à ça, j'ai deux réponses. Premièrement, Muriel peut lui servir de prétexte s'il se fait attraper en flagrant délit, notamment par Christine ou un voisin. À ce moment-là, il va pouvoir dire qu'il était dans le coin et voulait faire un tour avec Muriel, Sébastien et Grégory. Et effectivement, sans Muriel, cela pourrait paraître suspect, alors qu'avec Muriel, ça risque de passer. Ensuite, il y a la phase post-enlèvement. Là aussi, il va devoir poster une lettre et pour poster cette lettre, sortir du véhicule et laisser les enfants tout seuls. Il y a un risque qu'à ce moment-là, Grégory panique et tente de sortir du véhicule. Muriel, par sa présence, peut empêcher ce genre d'escalation. Dans la théorie que je vais vous présenter dans un instant, le meurtre et le dépôt du corps à Docelles se font en deux temps. Il y a une première étape à Décimon, où l'enfant sera tué et caché, avant d'être transféré beaucoup plus tard à Docelles. Là aussi, Bernard va devoir sortir de la voiture avec l'enfant, comme décrit dans les PV de Muriel, et c'est encore une fois Muriel qui va garder Sébastien. La plupart des théories sur la Roche, notamment celle des gendarmes, sont très axées sur les chronométrages des protagonistes. Dans cette théorie, le timing est secondaire, mais lors de notre visite sur place, nous avons quand même filmé et chronométré tous nos trajets pour nous faire notre propre idée du terrain. Et ce fut très instructif, puisqu'au final, nous nous sommes aperçus que les lieux clés de cette affaire, c'est-à-dire Aumonzé, Bruyères et L'Épange, sont beaucoup plus proches que je ne l'avais imaginé. Pour être le plus juste possible, nous allons donc quand même jeter un œil aux horaires et au chronométrage du 16 octobre. À 16h59, Gilbert Méline nettoie son tracteur. Madame Grandidier et Bernard Collin sont encore en bas et discutent. À 17h, Christine Villemain va passer devant eux, et peu de temps après, Madame Grandidier va manger chez elle, et Bernard Collin va commencer sa promenade. À 17h01, Grégory et Christine arrivent au pavillon. Bernard Collin, lui, monte toujours la rue des Champs avec son chien. À 17h05, Bernard Collin arrive devant le pavillon. Il ne voit pas Grégory, ni la voiture de Christine. Il va continuer sa route, et arrivé devant la ferme Méline, il va le saluer et continuer sa route. À 17h06, Christine va donner une pomme et mettre le bonnet à Grégory, et le laisser jouer dehors. À 17h07, Gilbert Méline continue son travail sur son tracteur, dos à la route, et Bernard Collin, lui, continue sa promenade dans la forêt. À 17h12, Méline va dans son garage pour ranger ses outils et son tuyau. À 17h15, Marcel Clodon demande à Claude Collin de l'emmener pour aller chercher ses vaches. Personnellement, je ne crois pas du tout à ce croisement entre la fermière Clodon et Bernard Laroche. La fermière Clodon, d'ailleurs, a toujours nié avoir croisé Bernard Laroche, et bizarrement, on nous parle déjà d'un croisement entre Claude Collin et une voiture verte dans un article de Jean Kerr publié dans Paris Match en 1989,
c'est-à-dire 1 an avant que la voisine Conro se confie à M. Moser. Dans cet article, le fils de Marcel Clodon parle d'un croisement entre Claude Collin et la voiture verte à 16h30, au niveau de l'intersection entre la rue de la Bure et la rue des Bosquets. Il semble qu'au fur du temps, le vrai croisement de 16h30 à l'intersection se soit transformé par les commérages de voisins en croisement avec Bernard Laroche. Pour moi, ce témoignage est peu probable et à éliminer. À 17h15, Méline sort de son garage. À 17h16, Gilbert Méline est en train de nettoyer le gravier au niveau du carrefour. Donc voilà les horaires concernant les protagonistes à l'Épange, et maintenant nous allons nous intéresser au trajet entre le collège de Muriel, le CES, et le pavillon des Villemains à l'Épange. Avant de me rendre sur place, je n'arrivais pas à me faire d'idée sur le temps qu'on met pour faire ce trajet. Je l'estimais entre 10 et 15 minutes, et je fus très surpris de le faire en 7 minutes et 42 secondes. Le tout évidemment en respectant les limitations de vitesse et le code de la route. Si on se base sur tous les témoignages qui ont vu Bernard au collège, on peut estimer son départ du CES à 17h ou plus tard. Il va donc partir à 17h et arrivera devant le pavillon à 17h07 et 42 secondes. À son arrivée devant le pavillon, Bernard Collin et son chien sont déjà loin derrière la ferme de M. Méline. Gilbert Méline, quant à lui, est dos à la route, en train de nettoyer son tracteur d'après sa propre déposition. Personnellement, je ne crois pas à la version où Bernard va s'arrêter à la patte d'oie entre la rue de Bellevue et la rue des Champs, comme l'indique Muriel dans son PV. Peut-être qu'à ce moment de l'audition, les gendarmes ont eu un excès de zèle et cet excès a faussé les déclarations de Muriel. Comme on l'a vu sur la vidéo précédente, il va directement au niveau du pavillon avec sa voiture, aperçoit Grégory qui est soit sur son petit tas de sable ou en train de jouer sur la route au niveau du carrefour. Il va gentiment lui demander de venir et 1 minute plus tard, à 17h08 et 42 secondes, il va reprendre la route avec Grégory en direction de la poste. Si on prend en compte qu'il a déjà rôdé depuis plusieurs jours autour du pavillon et de l'école de Grégory, il n'y a aucun doute que le crime était prémédité et très plausible que la lettre soit déjà écrite. Lors de nos enregistrements, nous nous sommes basés sur le PV de Muriel, qui va dire aux gendarmes que Bernard s'est garé non loin de l'hôtel de l'Est, même si personnellement je trouve que le parking derrière la poste est beaucoup plus près et plus discret que celui de l'hôtel de l'Est. Bernard descend de sa voiture, va poster la lettre et 1 minute plus tard, il va reprendre la route pour se rendre à Décimon, en passant par les hautes verrières, c'est-à-dire les routes de montagne très discrètes. Nous avons étudié en long, en large et en travers les diverses possibilités de fuite, de meurtre et de dépôt du corps à Docelles pour la journée du 16 octobre. Et nous avons croisé ensuite nos idées avec l'emploi du temps de Bernard Laroche, relevé lors d'audition. Voici donc une reconstitution fictive du crime. Allô, comme il n'y a personne à côté, tu feras la commission. J'ai kidnappé le gosse du chef, ma vengeance est faite. Je l'ai foutu à la Vologne et sa mère doit le chercher partout. Mais elle ne le trouvera pas. Une fois le courrier posté, il faut fuir. Fuir par la route des bois, celle au-dessus du chalet, parfum vers elle.
Je suis derrière le chalet, dans cette forêt que je connais si bien. J'ai l'habitude de venir couper du bois. Cette route est calme, personne ne l'emprunte. Très peu d'habitations, personne ne nous verra. Nous avons roulé pendant environ 5 minutes. Nous sommes arrivés dans une localité que je ne connais. C'est simplement le lendemain que j'ai appris qu'il s'agissait de Decelles. Arrivé dans ce village, Bernard est descendu avec le petit. Je n'ai pas quitté le véhicule. Je ne peux vous préciser le temps qu'il s'est absenté. Une chose est sûre, Bernard est revenu seul. Au bout de cette route, après le pont que l'on aperçoit, nous arrivons dans un endroit calme. Nous sommes rue de l'Église. Une seule habitation est recensée en 1984, celle d'un vieil homme de 78 ans. La gare à proximité n'est plus en activité. À cet endroit, en contrebas existe un chemin amenant tranquillement, doucement, à la Vologne. Il faut faire vite. Restez concentré sur le plan. Pas d'émotion, pas maintenant. Une fois descendu en contrebas, à l'abri de tous les regards, que ce soit des passants, mais aussi et surtout de Sébastien, qui ne doit pas voir ce qui se passe. Grégory sera tué ici. L'autopsie ne nous permettra jamais de connaître précisément la manière, peut-être étranglé doucement avec un coussin, ou tout simplement poussé à la Vologne. Moins d'une vingtaine de minutes plus tard après son enlèvement, Grégory sera déjà mort. L'enfant sera jeté ici dans la Vologne. Tel un chasseur, il déposera et laissera son gibier le long de la berge. En attendant de finir son parcours, le véhicule de charge passera un peu plus tard. Il revient donc sans enfant, laissant ainsi son coffre vide. Il va pouvoir terminer son tour de chasse.
Maintenant, c'est l'étape des alibis. Il faut plus vite appeler et revendiquer le crime par le corbeau. Je vais utiliser cette cabine téléphonique, comme ça, peu m'importe les tables d'écoute. L'adrénaline est à son apogée. J'ai réussi. Ma vengeance est faite. Hors de question de repasser par l'épanche. De nouveau, je prends la route des bois jusqu'à Faïs, où je serai à proximité du magasin Champion de Laval. Toujours par souci d'avoir un alibi, je vais pouvoir souffler un peu en m'arrêtant à l'hôtel Café Le Renaissance, boire un coup et me faire voir. Une bonne pause avec Sébastien avant de repartir. Zut, la voiture d'Albert est en face. Il ne faut surtout pas qu'il m'arrête et voir Muriel. Je vais m'échapper et contourner par la rue de la mairie. Nous voici arrivés. On dépose tout le monde. On vide le coffre, rempli de caisses de vin. La première étape est terminée. À partir de son retour chez Louisette, il n'y a plus d'irrégularité sur son emploi du temps, jusqu'au moment où il ira mettre Sébastien au lit, chez lui, vers 20h. Pendant sa garde à vue du 31 octobre, il va insister sur un élément. Il va dire qu'il a mangé chez Louisette et qu'à 20h, il est remonté chez lui pour mettre Sébastien au lit. Il indique qu'il est resté jusqu'à 20h45 chez lui, avant de retourner chez Louisette pour monter son réveil et partir au travail. Si on reste dans le spectre d'un crime perpétré en 2 temps, une théorie qui au moment de sa garde à vue n'est pas du tout envisagée par les enquêteurs, cet élément du réveil est capital. Pourquoi ne le montre-t-il pas quand il est déjà chez Louisette au moment du dîner et insiste sur ce détail lors de son interrogatoire? Pourquoi reviendrait-il chez Louisette uniquement pour remonter son réveil avant de partir travailler? On peut imaginer qu'il a consciemment menti sur l'heure de remontage de réveil pour se constituer un alibi entre 20h et 21h. Louisette n'est pas entendue sur ce détail et personne ne peut confirmer qu'il était bien chez lui après avoir couché Sébastien. S'il a remonté ce réveil avant 20h, c'est-à-dire au moment du dîner, il a pu retourner à Décimon et se rendre à Docelles pour y jeter l'enfant. À 20h, la gendarmerie et la famille de Grégory sont déjà en train de le chercher. Pour retourner à Décimon sans être vu, il va prendre ce que nous avons appelé la rive gauche et contourner la rue principale qui mène à l'Épange et à Décimon. Pour récapituler, Grégory est mort et son corps est caché dans le fourré le long de la berge à Décimon, donc une ville très proche de Docelles. Il faut le déplacer afin de brouiller encore plus les pistes, et qu'il soit retrouvé à une heure où Bernard aura un alibi, celui d'être au travail. La police et les pompiers ont déjà lancé les recherches, ils sont partout. Si l'on s'attarde quelques instants à la cartographie, la ville de l'Épange se trouve sur la berge à droite de la Vologne. Or Grégory se retrouvera sur la berge opposée, et son dépôt est estimé plutôt aux abords du local pompier, lui aussi sur la berge rive gauche. Ce petit détail n'est pas tant anodin que ça, et mérite que l'on s'y attarde. Il y a très peu de passages pour passer d'une rive à l'autre, d'autant plus qu'un passage évident à proximité de l'hôtel de l'Est à l'Épange, lui est fermé pour cause de travaux ce jour-là. Attention aussi, aujourd'hui, lorsque l'on prend la route de l'Épange jusqu'à Docelles, la départementale D44 est bien le long de la rive droite et un échangeur effectue l'entrée dans la ville de Docelles par la rive gauche.
Or cet échangeur n'existait pas en 84. Bernard, pour effectuer la deuxième étape, prendra une route longeant la rive gauche. Lors des recherches, les pompiers sont essentiellement restés sur la berge de l'Épanche, et ils remontent le ruisseau en amont. Après, il y a bien un pont que tout le monde a traversé pour voir la grange évoquée par Albert, mais ils n'y sont pas restés très longtemps. Maintenant que l'on comprend ceci, rappelons que la nuit est tombée, Bernard est donc sur la rive opposée, et les pompiers et les gendarmes sont surtout sur la rive droite. La route que prendra Bernard est très peu éclairée et calme avec peu d'habitations. Et donc les gyrophares sont très bien visibles et permettent d'identifier la localisation des recherches depuis la berge opposée, et ce, tout le long de la route, longeant la berge. Sur le parcours, on s'aperçoit que le trajet passe par l'ancienne usine Seb, à la sortie de Beauménil. Avec ce que vient d'aborder Daniel précédemment, je pense qu'il aurait été très intéressant de connaître les horaires de fin de travail pour la journée du 16 octobre d'Isabelle Boll, pour savoir s'il y a un lien potentiel ou non avec cette deuxième étape. Toujours avec un regard sur la berge d'en face, pour voir que les pompiers et gendarmes ne sont pas au même niveau de la berge, la voiture va s'engouffrer dans une petite rue, un petit chemin bien connu des chasseurs et des pêcheurs, même encore aujourd'hui. Au bout de ce chemin, il faut laisser la voiture, terminer à pied sur 150 mètres. Pour traverser les deux bras de Vologne, il existe et existait en 1984 deux passerelles permettant aux tracteurs de passer d'un champ à l'autre. Ces passerelles sont bien connues des chasseurs car elles permettent d'étendre la zone de tir. Grégory sera ligoté avec les nœuds tisserands sous ses arbres. Ceci permettra de faire penser que l'enfant serait directement jeté et noyé à Decelles. D'autre part, il faut parcourir les 150 mètres avec l'enfant dans les bras, donc il ne faut pas que les membres soient ballants. Grégory sera mis dans le coffre pour les quelques minutes de trajet menant jusqu'à la place Lespine, à Decelles. Je suis allé dîner chez ma tante. À 20h, je suis remonté mettre mon fils au lit, et vers 20h45, je suis parti au travail. Avant d'aller au tissage, je suis repassé chez tante Louisette pour lui remonter le réveil. « 19h05, alors il faut
quand même savoir que le 16 octobre, il n'y avait pas encore le changement d'heure. Donc ça devait être 19h. Donc nous, c'est 18h05. Mais c'est équivalent pour le 16 octobre à 19h, quoi. Mais la nuit tombe très vite, en fait. Une demi-heure, on voyait encore super bien. Et je remarque qu'ici, il n'y a vraiment personne, quoi. J'ai vraiment pas l'impression d'être observé non plus. Donc là, on va passer derrière le local des pompiers. Donc on voit rien du tout, en fait. Mais il y a quelque chose qui est intéressant. C'est cette image que je vais vous montrer qui est un peu flippante d'ailleurs. Mais bon, ici, vraiment, il n'y a personne, quoi, pour me voir. Mais il y a cette image, en fait, que je vous montre là. On voit un peu de lumière et on peut imaginer, voilà, que le corbeau est en train de déposer le corps, en fait. J'ai des frissons. Il voit cette image là-bas au fond, comme ça, cette petite lumière comme ça. Et ici, c'est vrai qu'il n'y a vraiment rien du tout, quoi. Alors les volets sont pas fermés, mais par contre il n'y a pas de lumière, donc allez, on va faire un tour aussi du côté du courant. Alors là il a plu un peu et le courant est vachement fort. Du coup je comprends mieux ces fameuses cordes, en fait, pour les sauveteurs. C'est vrai que ça a du sens au final. Voilà. Il va déposer le corps assez rapidement. Il est exactement 20h32. À ce moment-là, il reprend la route, direction son usine à Granges-sur-Vologne, en Selle, qu'il atteindra aux alentours de 21h. Donc voilà pour cette vidéo sur Bernard Laroche. Comme je le disais en début de vidéo, c'est surtout un exercice psychologique. Dans cette vidéo, j'ai surtout essayé de rassembler quelques éléments intéressants, notamment des contradictions dans les PV, et aussi des motifs, des mobiles, mais comme toutes les théories, elle est sûrement imparfaite. C'est pour ça que je vous invite tous la semaine prochaine à me poser des questions sur un live et nous confronter aussi à certaines contradictions qu'il y a peut-être dans cette vidéo. Salut à tous.